Bonjour, voilà donc une nouvelle vidéo dans un format un peu plus détendu que d'habitude où je vais vous parler du Bitcoin. Il se passe beaucoup de choses dans le milieu Bitcoin ces derniers temps, donc c'est important que le monde sache. Et donc voilà, il paraît que c'est sympa de faire des vlogs quand on est en vacances, donc vloggons mes amis, vloggons. Nos amis les mouettes. Pour résumer, ça faisait quelques mois que le Bitcoin était dans un état de congestion. Et du coup, ça faisait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'il y avait un débat, le scaling debate, sur en fait les moyens de mettre à l'échelle le Bitcoin pour accueillir ce nouveau flux d'utilisateurs. Et donc, ça faisait à peu près 1 an et demi ou 2 ans que personne n'était d'accord sur la solution à adopter. Donc, d'un côté, vous aviez les développeurs de Bitcoin Core, qui sont les développeurs historiques qui ont contribué au code de Bitcoin et une grande majorité des utilisateurs qui sont pour Segwit. Et de l'autre côté, on avait la majorité des mineurs qui sont surtout en Chine, sont localisés en Chine, qui eux sont pour une augmentation de la taille du bloc. Donc ça pose plein de problèmes, mais donc fin mai, je vais pas rentrer dans les détails, mais fin mai, il y a eu un accord. Donc là, Segwit normalement devrait être mis en place début fin août, vers le 22 ou le 23 août. Donc, si ça se trouve, quand cette vidéo sera publiée, Segwit sera déjà dans le réseau, ce qui est très important parce que ça permet de mettre en place sur le réseau tout un tas d'autres améliorations, notamment le Lightning Network, qui peuvent pour le coup démultiplier totalement les capacités de transaction de Bitcoin, ce qui est un très bon signe pour l'avenir de Bitcoin. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la fin, semble-t-il, du scaling debate, du débat sur la mise à l'échelle du réseau, c'est qu'on se rend compte que finalement Bitcoin c'est un réseau qui n'est pas du tout contrôlable par une entité seule, par une entité centralisée. Et on se rend compte que finalement personne ne contrôle le Bitcoin, il n'y a pas de président du Bitcoin qui fait valoir ses décisions et qui décide pour tout le monde si on n'est pas d'accord. En fait, c'est un réseau qui est extrêmement décentralisé où chaque membre du réseau peut avoir sa carte à jouer. Par exemple, moi, en tant que pro Segwit, on va essayer de passer la voiture. Donc par exemple, moi en tant que pro Segwit, j'ai fait tourner un nœud UASF, c'est-à-dire User Activated Soft Fork, pour essayer de menacer de mettre en place de force les transactions de Segwit sur le réseau. Bonjour. Du coup voilà, chaque partie du réseau a sa petite carte à jouer. Donc les mineurs ont leur puissance de minage, les utilisateurs ont leur nœud, les développeurs ont l'expertise dans l'écriture du code Bitcoin et dans aussi le fait de trouver les failles de sécurité par exemple. Et tout ça pour dire qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que si les gens qui font partie du réseau Bitcoin veulent que le réseau soit unifié, eh ben on est obligé de tous s'accorder, de tous faire des concessions pour que le réseau soit unifié. Et si les gens ne sont pas d'accord avec la manière de faire des uns et des autres, ou si les gens ne sont pas d'accord sur telle partie du code de Bitcoin, eh bien ils peuvent partir, sortir, créer leur altcoin. Et c'est ce qui s'est passé par exemple le 1er août dernier, où il y a eu, tous les journaux en ont parlé, il y a eu un nouveau Bitcoin qui est apparu, c'est le Bitcoin Cash, qui est donc ce qu'on appelle une hard fork ou une fork du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a une partie des mineurs qui étaient auparavant sur Bitcoin, le nom de cette pool de minage c'est ViaBTC, qui a décidé donc de sortir du Bitcoin et de promouvoir leur propre Bitcoin, un Bitcoin différent, sans Segwit, mais avec une augmentation du bloc. Donc qui est en rapport du coup avec le fameux débat sur la mise à l'échelle de Bitcoin. Et ensuite, après c'est à chacun de faire son choix. Donc tous les détenteurs de Bitcoin avant le 1er août ont du coup aussi le même nombre de Bitcoin Cash, puisque c'est un petit peu quand le Bitcoin Cash apparaît, c'est une scission du réseau, mais tout le monde a les mêmes transactions avant la scission. Mais après la scission, le réseau se divise en deux. Donc du coup après on a des Bitcoins et des Bitcoin Cash. Donc si vous aviez des bitcoins avant le 1er août, vous avez aussi maintenant, aujourd'hui, des bitcoin cash, si bien sûr vous les aviez sur vous, c'est-à-dire sur un portefeuille électronique que c'est vous qui détenez la clé privée de vos bitcoins. Alors je voulais aussi revenir sur quelque chose que vous allez sûrement entendre
quand vous allez vous renseigner sur le Bitcoin, c'est qu'il y a beaucoup de sceptiques qui vont vous expliquer qu'en fait le Bitcoin c'est un schéma à la Ponzi parce que c'est un actif spéculatif et que finalement il n'a aucune valeur et que c'est tout du virtuel. Bon, en fait ces sceptiques-là, ils vous disent ça parce qu'ils ne comprennent pas en fait ce qu'est le Bitcoin, ça c'est sûr, mais surtout ils ne comprennent pas que le Bitcoin a exactement les mêmes caractéristiques mais en un peu mieux qu'un actif qui est utilisé par les humains depuis des milliers d'années, et cet actif c'est l'or. Alors pourquoi l'or? Parce que en fait le Bitcoin partage exactement les mêmes caractéristiques que l'or, c'est-à-dire l'inaltérabilité et la rareté. C'est-à-dire que le Bitcoin c'est un actif immatériel, virtuel, mais qui est rare. C'est-à-dire on ne peut pas copier les bitcoins comme on copie son film en torrent. On ne peut pas faire ça avec le bitcoin, c'est impossible. C'est-à-dire les bitcoins sont encryptés dans des fonctions mathématiques qui sont mathématiquement, au stade actuel des recherches en mathématiques bien sûr, qui sont incraquables. Et c'est pour ça que le bitcoin, ça fait depuis 8 ans qu'il existe, et le réseau bitcoin n'a jamais encore été craqué, piraté par qui que ce soit, parce que c'est juste pas possible du fait de la puissance qu'il faudrait pour craquer le réseau bitcoin. En fait, le réseau bitcoin est construit de telle sorte qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins créés par le protocole. C'est-à-dire que c'est très important parce qu'en fait ça supprime une caractéristique essentielle et centrale du système monétaire financier actuel, qui est l'inflation et la création monétaire illimitée. Dans Bitcoin, on n'a pas ça. On a une création monétaire qui est limitée, exactement comme l'or, avec des réserves en or qui sont limitées par l'afflux très peu important de nouvel or qui vient des mines. Et c'est de là que vient le parallèle entre les mineurs de Bitcoin et les mineurs d'or. C'est exactement pour ça. Mais en fait, ce qu'a oublié notre génération, c'est que jusqu'à très récemment, en fait, l'or était un actif essentiel aux politiques monétaires des États, puisqu'en fait, c'est que depuis 1971, avec la fin de la convertibilité or-dollar, que le système financier international s'est détaché de la convertibilité des monnaies en or. Or, cette convertibilité de la monnaie étatique en or, elle était extrêmement utile parce que justement, c'était une manière très responsable qu'avaient les États de lier leur monnaie à quelque chose qui avait de la valeur, c'est-à-dire l'or. Et en liant leur monnaie à l'or, les États ne pouvaient pas imprimer des billets à tort et à travers, ils ne pouvaient pas utiliser la planche à billets comme ils le font maintenant, parce que justement, chaque impression de nouveaux billets pouvait donner lieu à une conversion en or. C'est-à-dire les gens, à une certaine époque, pouvaient aller à leur banque et demander l'échange de leurs francs, de leurs dollars en or, en échange d'or. Et donc ça assurait justement qu'il n'y ait pas une inflation très élevée. Or bien sûr, les cas voilà, d'inflation exogène, par exemple, qu'il y a une pénurie de prix, ça c'est sûr. Mais disons que l'inflation causée par l'impression monétaire, comme on observe aujourd'hui, et qui permet surtout au gouvernement de s'endetter sur le dos de leur population, eh bien à l'époque c'était beaucoup moins possible, puisque chaque impression de billet pouvait donner lieu à un remboursement en or, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et bien sûr, cette suspension de la convertibilité d'une monnaie étatique, gouvernementale en or, elle a sa source très logique dans la possibilité qu'ont les États, une fois qu'ils ont suspendu cette convertibilité vis-à-vis de l'or, d'imprimer des billets, d'imprimer de la masse monétaire. Alors aujourd'hui, c'est plus trop des billets, c'est des chiffres virtuels, c'est de la monnaie virtuelle. Mais ça permet à ces gouvernements, notamment, de payer leurs dettes, par exemple, de s'endetter en imprimant des billets. En fait, c'est avec la suppression de la convertibilité or que les gouvernements se sont donné les moyens d'imprimer de la monnaie à tort et à travers pour pouvoir payer leurs dettes et s'endetter beaucoup plus facilement sur le dos, bien sûr, de leur population, puisque c'est la population qui utilise cette monnaie et c'est la population qui voit son épargne, souvent stockée en monnaie, diminuer. La valeur de cette épargne va diminuer puisque la valeur de la monnaie diminue elle-même. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que la plupart des économistes qui défendent l'inflation vous expliquent que c'est un redistributeur de richesse, que ça permet, n'est-ce pas, de ruiner le rentier et de favoriser les revenus du travail, du pauvre ouvrier. En réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. En réalité, les personnes les plus pauvres, elles stockent souvent leur épargne en monnaie,
en euros ou en dollars, et cette monnaie-là, elle subit l'inflation, donc elle perd de la valeur. Hein. 2% d'inflation par an, c'est l'objectif d'inflation de la BCE. Sur 30 ans, ça fait diminuer la valeur d'une réserve d'épargne de 45%. Donc c'est beaucoup d'argent perdu, hein. C'est beaucoup de valeur perdue, même si on ne se rend pas compte parce que le nombre d'euros il reste le même, mais la valeur de cet euro il perd énormément. Et contrairement aux pauvres, les riches, eux, eh bien, ils vont investir leur épargne dans des actifs financiers, souvent, à la bourse, dans des SICAV, dans des... Voilà, il y a plein d'actifs qui, eux, suivent souvent le cours de l'inflation, dont le prix augmente au même rythme que le reste des prix qu'on observe dans la société. Donc on voit bien que voilà, cette inflation-là, elle n'est pas du tout au service des plus pauvres, elle est, comme toujours, au service du gouvernement. Cette inflation, elle n'est pas du tout au service des plus pauvres, elle ne redistribue pas les richesses. En réalité, on se rend compte que surtout, elle permet d'avantager les emprunteurs sur les prêteurs. Or, quel est dans nos sociétés le plus gros emprunteur? Eh bien, c'est l'État. Et c'est pas par hasard. Du coup, on est dans une situation où l'État n'a pas du tout intérêt à ne pas s'endetter, puisqu'il promeut une inflation qui lui donne avantage sur le long terme vis-à-vis de sa dette. Où sa dette va sur le long terme s'abaisser petit à petit avec une inflation régulière. Alors bien sûr, ce système-là, le Bitcoin, bah, il vient tout balayer. Hein. La banque par réserve fractionnaire, on balaye. L'impression monétaire illimitée, on balaye. Alors bien sûr, comme on ne repose pas sur un système inflationniste, comme le système financier traditionnel, eh bien ça avantage les premiers investisseurs. Hein. Alors voilà, il y a les économistes, les mêmes économistes qui promeuvent l'inflation, ils vont vous dire non mais regardez, le Bitcoin c'est scandaleux parce que en fait c'est les premiers qui ont investi dedans qui vont devenir riches. Oui, c'est un petit peu comme dans n'importe quel actif. Hein. Les premiers investisseurs de Facebook aussi, bah oui, ils ont pris plus de risques que la moyenne. Ils sont plus riches aussi maintenant, les premiers investisseurs de Microsoft aussi. Bon voilà, c'est pareil, pour n'importe quel actif c'est pareil. À partir du moment où vous avez un bien, un actif dont vous pensez qu'il va être amené à être beaucoup demandé dans le futur et que vous l'achetez en avance, eh bien vous pourrez le revendre plus cher plus tard. Ça s'appelle, c'est la loi du marché, hein. Ça s'appelle la concurrence et c'est juste comment fonctionne le monde. Voilà, et puis donc après tous les gens qui vous disent non mais le Bitcoin c'est un schéma à la Ponzi, ça ne vaut rien, c'est du virtuel. Ces gens ne comprennent pas ce qu'est le Bitcoin, mais surtout j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un actif en fait. C'est-à-dire un actif, que ce soit un Bitcoin, que ce soit du pétrole ou que ce soit du blé, s'il y a de plus en plus de gens qui l'achètent, bah oui le prix monte. Et quand on fait de la spéculation, et parce qu'on peut acheter le Bitcoin pour spéculer, hein, comme pour n'importe quel actif, bah oui on peut faire de la spéculation. Le pétrole aussi est un actif spéculatif de temps en temps. Ensuite, ils vont vous dire non mais le Bitcoin ça sert à rien, c'est virtuel, ça n'a aucune utilité. Ah bon, donc à ce moment-là, ça veut dire que l'or non plus n'a aucune utilité, parce que l'or non plus il sert à rien. Hein. À ce moment-là, pourquoi l'or est si cher s'il sert à rien? Non, la réalité c'est qu'en fait l'or il sert à quelque chose, l'or c'est une réserve de valeur. Et le Bitcoin, bah, étant donné qu'il a les mêmes caractéristiques que l'or, que j'ai détaillé un petit peu plus avant, eh bien il peut avoir exactement la même fonction de réserve de valeur. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant de voir que malgré la relative disgrâce de l'or dans l'économie mondiale depuis les années 70, il ne nous aura pas fallu très longtemps pour réinventer l'or, mais cette fois sous forme digitale. Une forme qui est d'ailleurs beaucoup plus adaptée à l'époque qui vient. Voilà, donc après je dis pas que tout le monde va pouvoir faire de l'évasion fiscale, hein. Moi je dis pas ça, mais ça pourrait arriver en tout cas. Après bien sûr, je vous encourage à toujours payer vos impôts, hein. Faites tout ça très légalement, n'est-ce pas? Il faut suivre les règles de notre République, hein. Sachant que voilà, le code général des impôts est au-dessus de mon épaule droite et me regarde fixement actuellement. Donc voilà, ne faites pas de choses illégales, hein. Moi personne ne va aller en prison, d'accord? Quel plus beau système que la démocratie, hein. Une majorité de personnes prennent des décisions et vous l'imposent sans savoir votre avis personnel sur la question. C'est magnifique. Moi je trouve que c'est un système extrêmement beau, extrêmement bon, extrêmement juste et légitime, tout à fait. Mais bon voilà, payez vos impôts, hein, surtout. Tous vos impôts, tout. Ah oui. Toujours. Oula oui. Toujours. Moi j'aime l'État. Oh oui, moi j'aime l'État. Moi je serais un bon fonctionnaire. Et du coup, le Bitcoin, il n'est pas du tout démocratique, hein. Non, le Bitcoin, il est beaucoup mieux que ça. En fait, il permet à chacun
de choisir son système. C'est-à-dire si vous n'aimez pas Bitcoin, eh bien vous pouvez aller dans un autre système. Vous pouvez aller sur Bitcoin Cash, vous pouvez aller sur Litecoin, sur Zcash, sur Monero, sur Dash. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas d'accord avec Bitcoin, faire votre propre altcoin et rejoindre les dizaines de milliers d'autres altcoins qui existent et voilà, faire votre propre crypto-monnaie, votre propre système. Et c'est ça qui est beau, c'est que chacun peut choisir et personne n'est forcé à rester dans un système dont il ne veut pas faire partie, finalement. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que le Bitcoin change totalement de la société démocratique, étatique, qui impose partout la même chose à tout le monde sous prétexte qu'il y a une majorité des gens qui ont choisi pour tout le monde. C'est pas normal qu'on ne respecte pas le libre choix des gens à partir du moment où ça ne concerne qu'eux et que ça n'influe pas sur la vie d'autrui, quoi. Et c'est pour ça que je suis dans Bitcoin. Bitcoin permet de sortir d'un système étatique coercitif dont je ne veux pas faire partie. Et Bitcoin me permet de sortir de ce système-là. Tout simplement. Bitcoin me rend ma liberté. Bitcoin, et ça pourrait être là, parce que moi je suis un bitcoiner, mais on pourrait dire pareil des autres altcoins, hein, de toutes les crypto-monnaies qui existent. Et franchement, je suis persuadé que la majorité des humains sur cette terre voudront ne serait-ce qu'avoir un pied dans cet univers de liberté que permet les crypto-monnaies dans la gestion de ses propriétés, de ses sous, de son argent, de sa richesse. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour la vie d'un humain, la liberté économique de dépenser ce qui nous appartient. Mais ça, c'est à la base de tout. On ne peut pas vivre sans dépenser quelque chose qui nous appartient. L'État aujourd'hui se permet de nous contraindre de payer des choses, de nous contraindre de nous insérer dans des systèmes, de nous contraindre d'assumer des décisions qui ne sont pas de notre ressort pour 98% de celles-là, et dont on n'a pas le choix. On est obligé de les accepter et je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça légitime. C'est pour ça que je suis à fond dans Bitcoin. Bien, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Donc si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, lâchez un j'aime, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Nous allons laisser les mouettes entre elles, n'est-ce pas?